Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo. Nous sommes toujours en pleine crise du coronavirus. Je suis dans un chalet de haute montagne pour éviter de ne pas être infecté ou être infecté. L'avenir nous le dira, quoi qu'il en soit. L'île Maurice ferme les frontières, donc je ne sais même pas si je pourrais rentrer la semaine prochaine à l'île Maurice ou pas, hein. On verra ça. Bref, pour en revenir à l'état de crise et de ce qui se passe sur les marchés financiers dans cette vidéo, on va aborder quel est le scénario le plus probable, hein. Là, on est vraiment sur quelque chose qui devient de plus en plus clair, à mon sens, sur les indices. Donc, on a en réalité deux scénarios possibles. L'un est très peu probable. L'un repose sur une panique et on va dire, voilà, quelque chose qui dégénère. À mon sens, c'est vraiment très très peu probable. Et le deuxième scénario, et celui que je vais vous présenter beaucoup plus en détail dans cette vidéo. Deuxième chose très importante, en pleine crise, on est dans le top 3, hein, je vous le rappelle, des cracks les plus violents en plein marché haussier séculaire. On a un portefeuille, le portefeuille le plus simple du monde, qui lui fait un nouveau plus haut. Vous allez me dire, mais comment est-ce que c'est possible d'être investi sur les marchés financiers et qu'on ait un portefeuille qui fasse un nouveau plus haut alors que toutes les places boursières du monde ont perdu entre moins 12 et moins 17, moins 18, moins 20% pour certains secteurs financiers comme les small caps, etc. Eh bien, je vous expliquerai ça dans la deuxième partie de la vidéo et c'est parti. Donc on est parti pour l'analyse du SP500, notre indice américain de référence qui est scrupuleusement suivi à la loupe en ce moment, hein, par tous les gérants de portefeuille du monde, par toutes les grandes chaînes télévisées du monde entier, hein, CNBC, Bloomberg et toute la clique. Donc la semaine dernière, je vous expliquais que ici, on se trouvait probablement sur ce qu'on appelle un sell-off. Pourquoi? Parce qu'on avait des volumes hors du commun ici et qu'on avait chuté très très fort, que l'amplitude de la chute, 15% en l'espace de quelques séances, c'est historique, hein, c'est le genre de choses qui arrive très très rarement. Rappelez-vous, hein, les deux dernières baisses, ici, on a eu du moins 12% et du moins 16%, et ça s'est fait graduellement. Donc voilà, ce qu'on a eu là sur le coronavirus, c'était vraiment très 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 intense. Et là, ce que l'on est en train de former, hein, d'un point de vue strictement chartiste, c'est ce qu'on appelle un W, un double bottom, un double creux. Il y a pas mal de noms différents. Ce qu'il faut simplement retenir, c'est que c'est un point d'inflexion. Donc très probablement là, le support, hein, là on est sur du daily, hein, donc c'est assez rare que je vous fasse des analyses en daily, mais vu que quand on rentre dans des mouvements de panique, tout va très très vite, c'est plus intéressant de faire le suivi en daily. Donc on est sur un support ici, hein. Le support il a été tapé donc la semaine dernière. Là cette semaine, on est en train de consolider autour du support. Donc le scénario le plus probable, hein, c'est que tout simplement ça y est, hein, la prise de conscience de la part des marchés que eh bien il va y avoir des réglementations qui vont empêcher l'économie mondiale de fonctionner normalement pendant une, 2 semaines, voire 3 semaines. En principe, ça a été digéré. On en sait beaucoup plus sur le virus. Donc voilà, ce support devrait tenir. On devrait observer un rebond avec notamment le comblement de ce gap, hein. Donc ce gap, ça a été une ouverture. Vous voyez qu'il n'y a pas eu de cotation entre ces deux journées. C'est ce qu'on appelle une fenêtre, un creux, un gap, voilà, en général, c'est comblé les gaps surtout quand c'est dans des ranges. Donc là, étant donné la volatilité, le rebond, le comblement du gap est à mon sens le scénario le plus probable, sauf si bien entendu il se passe quelque chose de beaucoup plus important d'un point de vue politique, hein, c'est-à-dire qu'on commence vraiment à isoler toutes les villes du monde entier, on empêche les écoles d'ouvrir, on empêche les gens d'aller travailler. À ce moment-là, on partirait pour une deuxième vague de baisse et on casserait ce support. Donc là, pour le moment, c'est pas du tout le scénario le plus probable, mais si ça devait arriver, le prochain support, il est ici. Donc autour de la zone des 2400 points, ce qui nous fait... Allez, on va aller voir le scénario catastrophe. Ce qui nous fait une baisse supplémentaire. Hop, de l'ordre de pareil, de voilà, moins 15, moins 16, moins 17%. Donc ça signifierait que si on avait un nouvel effet qui se coule, hein, on aurait une nouvelle vague de baisse du même ordre de ce qu'on a observé. Donc c'est pas du tout le scénario privilégié, hein. Là, il y a de grandes probabilités pour qu'on entre tout simplement dans une grande consolidation avec vous les connaissez, hein, ces fameuses tas séances, hein.
celles qui nous servent le café, le thé et des beaux contextes de trading, eh bien la tasse, hein, c'est toujours le premier mouvement de consolidation qui est lié soit à une mini panique, soit à une grosse panique. C'est pour ça que la tasse est toujours plus profonde que l'anse. Donc là, on a la tasse qui est en train de se former, on a le bas de la tasse. Si on effectue le rebond et qu'on stabilise autour de la zone, hein, des plus hauts historiques au final, hein, autour des 3300, 3400 points sur le SP500 et qu'on recasse à nouveau voilà, le plus haut historique, on aura à nouveau une vague, une puissante vague de bull market. Je vous rappelle qu'on est dans un cycle haussier de bull market sur du très long terme. Si ça vous parle pas ce que je vous raconte, allez voir la vidéo de la semaine dernière, hein, la vidéo du samedi, c'était quoi? Samedi 1er mars sur ma chaîne YouTube. Et vous comprendrez, hein, j'ai fait vraiment une image à très long terme de ce qui se passe sur les indices, des cycles et des corrections. Et là, pour le moment, en tout cas, on reste dans une correction très brutale, mais d'un cycle séculaire, c'est-à-dire d'un marché aussi à très très long terme qui est très puissant. On est dans le top 3 des corrections les plus fortes en 40 ans, hein, c'est-à-dire que si vous regardez tous les marchés séculaires haussiers, on est dans le top 3. On a eu la crise de 1987 qui était beaucoup plus violente que ce qu'on a eu là, hein. C'est-à-dire que sur le même mouvement en quelques jours, hein, on est allé chercher les moins 20, moins 25, moins 30%, alors que là, on a été stoppé directement au moins 15% lié eh bien, au poids des banques centrales, hein, qui, je vous le rappelle, on est dans le paradigme des banques centrales, donc les banques centrales ont cette capacité de déconnecter la sphère financière de la sphère réelle, donc tant qu'on sera dans ce paradigme-là, il y a quand même voilà, de faibles chances pour que les fondamentaux de l'économie reprennent le leading, hein. Là, pour le moment, le leading, c'est les banques centrales, c'est leurs actions de créer ou pas de la liquidité, de baisser ou pas les taux d'intérêt, de rentrer dans des taux d'intérêt négatifs ou pas, de distribuer de l'argent gratuitement en vous reversant, je ne sais pas moi, voilà, sous forme d'économie d'impôts. Voilà, monsieur, vous avez payé tant d'impôts au cours des 5 ou 10 dernières années. On vous annonce que, eh bien, on vous rembourse 30% de ce que vous avez payé, ou 40 ou 50%. C'est une forme déguisée d'hélicoptère monnaie qui peut très bien s'organiser dans les pays développés de manière à relancer un petit peu la consommation et donc, eh bien, le PIB, on va dire l'effervescence, hein, économique au niveau national et puis mondial, puisqu'on est quand même dans une économie mondialisée où voilà, ce paradigme des banques centrales, il n'est pas typique à un pays, mais voilà, il est organisé sur notre planète entière. C'est pour ça qu'on parle vraiment de paradigme et qu'on a toutes les plus grandes banques centrales qui vivent selon les codes de ce nouveau paradigme. Et tous ceux qui disent que les banques centrales sont limitées parce qu'elles peuvent plus baisser leur taux d'intérêt et elles vont pas imprimer de l'argent en illimité, il y a quand même d'autres solutions que l'on trouve aujourd'hui indécentes, mais qui, en réfléchissant et en commençant à en parler dans la presse et dans les médias, au bout de 6 mois ou au bout d'un an, feront partie de l'inconscient collectif et on trouvera ça normal. Même si au jour d'aujourd'hui c'est indécent, dans un an ça semblera tout à fait normal, hein. Donc voilà, ça c'était la première chose. La deuxième chose, hein, c'est que bien entendu, les banques centrales, la seule limite qu'elles ont, hein, c'est que quand toutes les frontières sont fermées et que on ne peut plus assurer les chaînes de production et les chaînes de, euh, de tout simplement d'acheminement, à un moment donné, les entreprises locales sont confrontées à une contrainte qui est leur trésorerie. Si elles n'ont que 1 mois ou 2 mois de trésorerie, au bout de 2 mois, tout simplement, elles sont en faillite. Donc les banques centrales, elles ont beau imprimer tout l'argent qu'elles peuvent, si au niveau national, les politiciens bloquent, on va avoir des problèmes. Bon, alors après, d'après on appelle ça comment, des virusologues, le pic de l'épidémie est censé avoir été dépassé en Chine. On est censé aller dedans en Europe. On a 1, 2 semaines d'incubation et après ça devrait rechuter, notamment avec toutes les normes qui ont été prises, hein, par les
par les pays, ça devrait quand même, je pense, à mon sens, hein, parce que moi je suis pas dans l'excès positif ou dans l'excès négatif, j'essaie de trouver un juste équilibre dans tout ça, parce que sinon on s'en sort jamais et on colle jamais à la réalité. Mais là, le scénario le plus probable, c'est que dans 2 semaines, on est passé le pic et que toutes ces mesures de protectionnisme pour défendre un petit peu tout simplement la santé de nos citoyens, et bien dans 2 semaines, ils soient passés et qu'on reparte sur quelque chose de tout à fait normalisé. Donc c'est pour cela que le scénario que je vous ai dessiné avec mes belles petites flèches noires est à mon sens le scénario le plus équilibré. C'est pas un scénario optimiste, c'est pas un scénario négatif, hein, pessimiste, c'est un scénario qui est équilibré en fonction de ce qui se passe dans la psychologie des foules et dans l'organisation de ce qui se passe dans le monde entier, hein. Après, bien entendu, hein, l'effet qui se coule, il peut très bien arriver si ça venait à se transformer en énorme pandémie, chose qui n'est pas du tout le cas actuellement. Mais si on devait en arriver là, c'est-à-dire voilà, on a les humains qui se transforment en zombies et alors là carrément, hein, clairement, l'économie n'est plus du tout une priorité, mais c'est la survie de l'espèce humaine. Là, l'effet qui se coule, il arriverait très très rapidement. Mais le point de vue des virusologues, hein, donc je parle pas des médias, des gens qui parlent à la télé, de Monsieur Dupont ou de Madame Marcel qui donne son point de vue et comme elle est en costard cravate, on va l'écouter. Non, je parle des virusologues. On n'est pas dans ce genre de situation. La population mondiale ne devrait pas se transformer en zombie ou en vampire au cours des prochaines semaines. Donc le scénario que je vous affiche est très probablement celui qui est à privilégier. Maintenant, je voudrais vous parler très brièvement de la spéculation. Donc, quand on est un spéculateur, on a un écosystème, un plan de trade. Un plan de trade, c'est à la fois savoir où entrer, savoir où sortir, savoir suivre une tendance, avoir un screener pour trouver des opportunités. Mais ensuite, la deuxième chose, c'est avoir un plan de trade qui nous permet d'absorber ce qu'on appelle des chocs de volatilité, des épiphénomènes. C'est le premier niveau du plan de trade. Le deuxième niveau, c'est le money management. Le premier niveau, qu'est-ce qu'il nous permet de faire? Il nous permet d'absorber, dans la plupart des cas, tous les épiphénomènes qui sont violents, mais pas d'une violence hors du commun. C'est-à-dire tout ce qui est de type attentat, mini signe noir en réalité, hein. Type Brexit, type Trump qui balance un tweet et qui fait chuter les marchés en 1 ou 2 journées, toute cette volatilité, hein, qui touche les indices ou même une entreprise, donc au niveau microéconomique, si vous avez un bon plan de trade, normalement vous ne faites pas sortir de vos positions pendant ces épiphénomènes. Donc ça, c'est le premier niveau d'un plan de trade. Le deuxième niveau, c'est que quand on a un signe noir de type ce qui vient d'arriver, que les bourses chutent de -15, -16% en l'espace de 2, 3, 4 séances, c'est arrivé aussi en 1987, hein, le fameux jeudi noir. Ça arrivait pendant la crise russe en août 1998. Ce sont des événements qui sont extrêmement rares, mais le money management nous permet de nous prémunir de ces événements. Non pas qu'on va pas se les prendre en pleine face, mais on n'a pas de boule de cristal. On est obligé de les absorber, de se les prendre en pleine face. Mais passer un certain niveau de correction, on est obligé de couper les positions. Donc, typiquement, ce que l'on a gagné au cours des dernières semaines et des derniers mois, c'est pas grave, on s'assoit dessus, on le redonne au marché. L'objectif numéro un du spéculateur, de l'investisseur, c'est de protéger son capital. Donc c'est pas grave si au cours des 2-3 derniers mois, tout ce que l'on avait en gain, on a redonné 80% ou 70% au marché et qu'on se retrouve plus qu'avec 20 ou 30% des gains qu'on avait réalisés au cours des derniers mois, ce n'est pas du tout un problème. Des marchés haussiers, il y en aura plein d'autres, des opportunités, il y en aura plein. Par contre, si votre capital, vous n'avez pas ces garde-fous, hein, qui est lié au money management, si, imaginons là, on part dans un effet qui se coule, et que ça se met à chuter à -50, -70%, on ne sait pas, hein, ce que peuvent faire les bourses. Vous êtes sorti de vos positions, vous êtes cash, vous êtes tranquille. Et le prochain marché haussier, vous êtes frais émotionnellement, vous avez votre cash qui est prêt à être réinvesti sur les marchés quand les screeners feront réapparaître à nouveau des opportunités. Et si les screeners font apparaître à nouveau des opportunités dans quelques semaines, hein, eh bien, vous serez totalement frais émotionnellement. Ça fera plusieurs semaines que vous aurez pas eu d'activité vis-à-vis des marchés, que vous n'allez pas être en mode stress pendant 3, 4, 5 semaines, pendant 1, 2, 3 mois. Du coup, vous serez vraiment frais. Le capital aura été sauvegardé, donc vous arriverez tout neuf sur les marchés et c'est là où vous ferez la différence par rapport à tous les autres spéculateurs
qui pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois auront enduré psychologiquement la douleur de suivre cette volatilité. Un coup ça monte, un coup ça descend. Quand ça descend, on ne sait jamais jusqu'où ça peut aller. Quand ça monte, on se dit ah cool, ça y est, c'est terminé. Puis le lendemain, ça redescend très très fortement parce qu'il y a beaucoup de volatilité. Donc tout ce stress engendré par le fait de tenir une position dans des conditions de marché qui sont vraiment pas OK pour faire de la spéculation, eh bien, vous voulez enlever, vous voulez supprimer, et ça, c'est lié au money management. Donc, premier niveau d'un plan de trade, hein, c'est qu'on est capable d'absorber tous les épiphénomènes et que passé un certain niveau d'épiphénomène, on est en mode survie. Donc le mode survie, c'est on a notre plan de trade qui nous dit à partir de ce moment-là, là on coupe les positions, même si on doit redonner nos gains ou une partie de nos gains, on coupe, on sort des positions et on se retrouve cash sur nos positions, sur notre portefeuille de manière à pouvoir accueillir sereinement le prochain cycle, le nouveau cycle. Si vous êtes toujours en train de tenir la plupart de vos positions actuellement, c'est qu'il y a probablement un petit souci dans votre plan de trade. Soit vous êtes rentré sur des mauvaises opportunités, soit vous êtes rentré sur trop d'opportunités trop tard. Soit tout simplement vous n'avez pas de plan de trade capable de mettre le curseur entre un épiphénomène et un phénomène où il faut vraiment couper les positions et se retrouver cash et liquide. Donc voilà, c'était le petit point que je voulais faire par rapport à ce qui s'est passé au cours des dernières semaines et comment structurer un plan de trade, hein. C'est très important. Encore une fois, le money management, s'il n'y avait pas ces épiphénomènes, enfin ces crises, ces mini-cracks, s'ils n'existaient pas, on n'aurait même pas besoin d'utiliser le money management. On serait full marge, c'est-à-dire qu'on utiliserait un risque par trade maximum sur chacun de nos trades. On aurait certes de la volatilité, mais on n'aurait quasiment aucun risque de perte en capital puisque sur le moyen long terme, on n'aurait pas d'événements comme ceci. Le money management, il nous permet de nous prémunir de ces événements. On n'a pas de boule de cristal. Tous ceux qui vous diront je le savais, ça allait arriver, rien du tout, c'est pas vrai. C'est où ils se mentent à eux-mêmes, mais personne ne sait ce qui va se passer sur les marchés financiers. On n'a pas de boule de cristal. C'est de même que si on savait lire l'avenir, on n'irait pas perdre notre temps à utiliser un avantage statistique sur les marchés et à faire de la spéculation, mais simplement on jouerait les chiffres du loto. Donc toutes les personnes qui vous expliquent ce que vont faire les marchés financiers, demandez-leur ce que vont faire les chiffres de la prochaine loterie. Ça ira beaucoup plus vite pour s'enrichir. Et bien entendu, ils n'auront pas réponse à ces questions, sauf s'ils se mentent à eux-mêmes. Alors clairement, la spéculation, c'est pas quelque chose qui est fait pour tout le monde, hein, ça j'en ai vraiment conscience. Et donc il y a des manières de faire, donc de créer un portefeuille, on se connecte une fois par an sur son compte de bourse, on peut même se connecter une fois par mois si on veut optimiser un petit peu ses gains et ses performances et qui ne subissent quasiment pas les crises. Donc ça, c'est une version du portefeuille bon père de famille qui est lié au portefeuille de Redalio, le All Weather. Donc pour recadrer un petit peu, le portefeuille Redalio qui est le All Weather, c'est tout son argent. Donc il a plusieurs milliards sont placés dans un trust familial qui est censé assurer le patrimoine de ses enfants, de ses petits-enfants, de ses petits-petits-enfants et de toutes les générations à venir sans que ces générations n'aient besoin de développer une compétence. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement simple à mettre en place et vous avez les performances et l'évolution de ce portefeuille depuis 1978. Donc vous voyez que ça évolue de manière très linéaire, ça ne subit pas les crises. Donc là je vais vous mettre l'évolution de son portefeuille au cours des derniers jours et des dernières semaines pour que vous compreniez un petit peu à quel point un portefeuille passif, quand il est bien structuré, il peut absorber les crises. Donc là, on a l'évolution depuis 2019 de ce portefeuille. Donc vous voyez que c'est un portefeuille, comme je vous l'ai montré, qui évolue de manière très 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 linéaire, avec peu de volatilité. Et là, vous voyez, là, entre le 21 février et le pic, le 27 février, le portefeuille était à plus 19,5 et on est passé à 17,1, donc c'est un rythme journalier, c'est-à-dire que si tous les jours vous êtes au taquet, vous êtes en train de regarder l'évolution de votre portefeuille financier,
eh bien vous voyez que le portefeuille a très peu baissé et que là aujourd'hui on est à nouveau sur des plus hauts historiques alors même qu'on est toujours en pleine crise du coronavirus. Ce portefeuille fait un plus haut historique et il y a une manière d'améliorer encore les performances de ce portefeuille. Je l'ai appelé le portefeuille bon père de famille. Je vous ai préparé plusieurs vidéos qui sont dans le lien donc sous cette vidéo en description. Vous cliquez, vous allez être redirigé sur une page, vous laissez votre email, vous allez recevoir 3 vidéos. Je vais vous expliquer de manière totalement gratuite comment construire ce portefeuille par vous-même. Donc dès ce soir, hein, vous pouvez acheter les trackers et le créer. Et si vous voulez aller plus loin, je vous proposerai un encadrement avec la version de ce portefeuille mais améliorée qui permet eh bien, de booster les performances sans augmenter son risque. Donc le portefeuille bon père de famille fait encore ses preuves. Hein. De toute façon, ce portefeuille a fait ses preuves dans tous les cycles de marché. Dans l'hyperinflation de Weimar, il a été testé dans le cycle de grande dépression des années 1930, il a été testé pendant l'inflation des années 1080 où les taux d'intérêt ont littéralement explosé. Il a été testé pendant la période de déflation où les taux d'intérêt n'ont fait que chuter au cours de ces dernières décennies. Ce portefeuille est fait pour fonctionner sur tous les cycles économiques sans que l'on ait besoin, nous, de devoir arbitrer, de savoir quoi faire, si on achète ça ou ça. Non, c'est un portefeuille qui est équilibré et tout est automatisé. Donc vraiment, c'est une pépite pour épargner et investir en bourse sans avoir toutes les sueurs du coronavirus et de toutes les crises économiques. Donc si vous avez toujours eu peur d'investir en bourse, c'est une pépite ce portefeuille. Donc inscrivez-vous, vous allez recevoir les 3 vidéos, elles sont gratuites. Si vous voulez booster encore plus les performances du portefeuille, je vous propose un encadrement. Dans tous les cas, c'est tout bénef. Le lien est en description. On se retrouve juste derrière.